Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de filmer cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais envie de parler, mais pas seulement. J'avais aussi envie de réfléchir un petit peu. Il y a deux réflexions qui vont parcourir cette vidéo, qui vont occuper l'espace de cette vidéo. La première réflexion, c'est une problématique à laquelle je réfléchis depuis quelques jours et plus particulièrement quelques heures depuis que je prépare cette vidéo, c'est qu'est-ce que c'est que faire une vidéo qui parle de livres, de lecture ou de littérature, même si pour moi les deux sont dans mon esprit un petit peu, parfois un petit peu différents. Enfin, peut-être qu'un jour j'en parlerai quand ma réflexion sera un petit peu plus aboutie. Mais qu'est-ce que c'est que faire une vidéo autour de ces trois pôles, quoi. Le livre, la lecture, la littérature, c'est quoi? Qu'est-ce que chroniquer un livre? Qu'est-ce que c'est? Et j'espère, au fur et à mesure de cette vidéo, trouver une réponse à cette question, une réponse qui sera évidemment personnelle, parce que j'imagine qu'il y a bien 10 000 manières de faire. Donc c'est ma petite problématique intérieure, voilà. Et si je trouve pas la réponse pendant cette vidéo, c'est pas grave, parce qu'on recommencera, et puis je continuerai à chercher. L'autre réflexion qui va nous parcourir, c'est la réflexion qu'on va essayer d'avoir sur un livre d'Émile Zola qui s'appelle Pot-bouille, dont vous pouvez admirer la couverture effrayante. Hein. Moi, cette couverture m'effraie personnellement. Le livre aussi, peut-être effrayant. Alors, Pot-bouille de Zola, c'est donc un des tomes de la saga de Zola qui s'appelle Les Rougon-Macquart, qui compte 20 tomes. Celui-ci est le 10e. Il est en fait précédé de Nana, qui est extrêmement connu, qui a eu beaucoup de succès à l'époque, et Au bonheur des dames lui succède. En fait, Pot-bouille de Zola, moi, m'a intéressée lorsque j'étais à la fac. J'ai eu un séminaire sur les œuvres de Georges Perec. Alors vous allez me dire, jusque-là, aucun rapport avec Émile Zola? Eh bien, si, presque, bientôt. J'ai eu un séminaire sur Georges Perec et on avait étudié des extraits d'œuvres de Georges Perec et notamment des extraits de son œuvre célèbre La vie mode d'emploi qui en fait prend la structure d'un immeuble, donc qui raconte la vie d'un immeuble. Et on avait fait une petite digression sur Pot-bouille de Zola qui peut appartenir en fait à cette espèce de notion, d'idée qu'il existerait des romans immeubles. Donc qu'est-ce qu'un roman immeuble? Un roman immeuble, c'est un roman qui se passe dans un immeuble. C'est-à-dire que les intrigues sont les intrigues de l'immeuble, des gens qui vivent dans cet immeuble. Et c'est ça qui m'intéressait au début. Ça se passe donc dans un immeuble haussmannien durant le Second Empire. Donc immeuble haussmannien dans Paris pendant le Second Empire, on s'imagine donc qu'on va parler d'une classe qui est plutôt bourgeoise. Et à l'époque, Zola n'est pas le seul en fait à parler de la classe bourgeoise. Y a d'autres romanciers qui le font, qui vont tous adopter plus ou moins un regard critique, mais plus ou moins cruel, tout dépend de la manière dont sont traitées les choses. Y a un romancier du 19e qui me tient particulièrement à cœur, c'est Gustave Flaubert, qui décrit certains personnages venant d'une classe bourgeoise ou de petits bourgeois, notamment dans Madame Bovary, je pense au pharmacien Homais. À propos du fait que c'est un roman immeuble, j'avais bien envie de vous lire juste une citation d'une des notes de Zola, dans son dossier préparatoire au roman, où il s'exprime en ces termes: « Il faut que je prenne pour cadre une maison moderne dans laquelle logeront tous mes personnages. Rien que des bourgeois, pas un ouvrier, le contraire de ma maison de la Goutte d'Or, et la montrer plus abominable avec toutes ces petites intrigues. » Alors bon, moi le terme abominable du coup me fait tilt parce qu'après la lecture du livre, effectivement, il prend tout son sens. Voilà, donc c'est juste une petite justification du fait que c'est bien un roman immeuble et qu'en fait c'était quelque chose qui était voulu par Zola, en fait, de prendre pour cadre une maison moderne, comme il l'appelle, qui va devenir le théâtre des différentes intrigues du romancier. Moi, ce qui m'a intéressée dans ce roman, c'est l'importance des lieux. Donc ça se passe dans un immeuble, mais ça se passe donc dans l'immeuble, c'est-à-dire dans les appartements, ça se passe dans les cuisines, ça se passe dans la cour de l'immeuble, ça se passe dans les chambres de bonne, dans l'escalier de service, dans la loge du concierge, des concierges, en l'occurrence c'est un couple. Ça se passe parfois aussi
dans des lieux qui sont très très proches de l'immeuble en question, mais le roman se déroule principalement dans cet immeuble et notamment dans des lieux qui ne sont pas les appartements mais aussi dans des lieux de passage. Moi ce sont beaucoup de scènes qui en fait m'ont beaucoup marquée. Et en cela je trouve que c'est un peu un roman de l'obscurité parce que souvent ça se passe dans des endroits qui sont un petit peu obscurs, les escaliers en pleine nuit. Ce roman décrit en fait la vie qu'il peut y avoir dans un immeuble lorsque normalement tout le monde dort. Et ça j'ai trouvé ça assez fascinant, mais ça on en reparlera un petit peu. Donc il y a vraiment une importance des portes et des escaliers du côté des bourgeois et aussi l'importance de la fenêtre du côté des domestiques, puisque les domestiques communiquent d'appartement en appartement en ouvrant les fenêtres qui donnent sur une sorte de petits boyaux, une sorte de mini-cour intérieure en fait sur laquelle donnent les fenêtres des différentes cuisines des appartements et c'est par ces fenêtres que communiquent les domestiques, les cuisinières. J'ai toujours eu l'impression de beaucoup me promener en fait dans cet immeuble. Par contre le figement, cette impression de figement, elle vient bien d'un autre élément du roman mais dont on va parler tout à l'heure. Zola valide le fait que le roman se passe dans un immeuble dès la première scène du roman, le premier chapitre. On a donc notre personnage principal, Octave Mouret, qui arrive pour emménager dans cet immeuble, emménager chez des amis de sa famille en quelque sorte, voilà. Et le premier échange qu'a Octave Mouret, si ce n'est avec le concierge, c'est avec un personnage qui vit dans cet immeuble, un personnage important, Monsieur Campardon. Et Monsieur Campardon est un architecte. Ce n'est pas l'architecte de l'immeuble en question, mais il est nommé comme un architecte. Donc voilà, ça c'est ne serait-ce qu'à la page 20, eh bien Monton dit l'architecte par exemple. Dans ce passage, page 20, Zola nous décrit le vestibule et l'escalier vus à travers les yeux d'Octave Mouret qui vient d'arriver dans cet immeuble. Et il nous dit « Le vestibule et l'escalier étaient d'un luxe violent. En bas, une figure de femme, une sorte de napolitaine toute dorée, portait sur la tête une amphore, d'où sortaient 3 becs de gaz garnis de globes dépolis. Les panneaux de faux marbre, blancs à bordure rose, montaient régulièrement dans la cage ronde, tandis que la rampe de fonte, à bois d'acajou, imitait le vieil argent avec des épanouissements de feuilles d'or. Un tapis rouge retenu par des tringles de cuivre recouvrait les marches. Mais ce qui frappa surtout Octave, ce fut en entrant une chaleur de serre, une haleine tiède qu'une bouche lui soufflait au visage. Et c'est dans cette dernière phrase de ce paragraphe, qui en fait est un paragraphe qui décrit de manière tout à fait réaliste la décoration de ce vestibule et de cet escalier. Et ce qui est intéressant en fait, c'est cette haleine tiède qu'une bouche lui soufflait au visage, où là d'un seul coup en fait on a une personnification de cet immeuble, en fait, de cette entrée d'immeuble qui serait comme en fait une bouche et en fait le chauffage de l'escalier qui lui arrive en pleine figure comme une sorte d'haleine tiède. Donc là vraiment on a une sorte de personnification, une sorte d'allégorie finalement de cette décoration bourgeoise de l'immeuble haussmannien. Et ça c'est au tout début. Et c'est quelque chose que moi en tout cas j'avais déjà étudié chez Zola. Ce type de description réaliste qui s'étire ensuite jusqu'à donner une vision inquiétante de la chose en question. Ça c'est présent notamment dans la description de l'alambic, dans l'Assommoir, l'alambic, qui est décrit comme donc au début de manière réaliste, etc. Voilà, tel qu'il est, et qui est ensuite poussé vers une dimension qui est presque fantastique. Ça m'amuse beaucoup en fait, que cet immeuble dès le départ devienne quelque chose de... Oui, prenne cette dimension-là inquiétante, ça me donne encore plus envie de grimper, de monter aux étages et de découvrir ce qui se cache derrière ces portes d'appartements. Donc il y a cet aspect-là du roman qui m'a beaucoup plu, le fait que c'est un roman immeuble, mais l'autre aspect du roman qui m'a plu et qui en même temps aurait pu me lasser et qui lasse parfois les lecteurs, j'ai cru comprendre du moins, c'est que ce roman il est finalement divertissant comme un vaudeville.
Et tout à l'heure, je vous parlais de l'importance des portes, des fenêtres, des escaliers, et en fait, le vaudeville, ce sont les portes qui claquent. On est d'accord, c'est cette idée-là des portes qui claquent. Le mari, la femme et l'amant, voilà, les intrigues qui vont vite, les couples qui se font et se défont, enfin voilà, les cachotteries, ce genre de choses en fait. J'imagine que vous voyez à quoi je veux faire référence, peut-être. Et ici, enfin, on a parfois cette impression un petit peu de vaudeville où en fait on a les portes qui s'ouvrent, celles qui sont sans cesse fermées, celles qui se referment. Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de théâtral parfois dans le traitement que fait Zola des personnages et dans le traitement qu'il fait des scènes. Et d'ailleurs c'est une métaphore qui vient lui-même sous sa plume. J'avais souligné un passage mais j'ai pas noté la page donc je pense que je vais pas le retrouver. Mais bon, c'est à un moment donné une soirée chez un des couples importants de l'intrigue, les Duveyrier, qui ont donc un appartement et ils font des réceptions souvent chez eux, donc il y a souvent des réceptions entre les gens de l'immeuble en fait, et donc ils sont amenés à tous se côtoyer. Finalement c'est vraiment un cercle social fermé de l'entre-soi bourgeois, et ils essayent de marier leurs enfants entre eux, etc. Voilà. Et lors de cette réception, Zola compare explicitement la salle et l'organisation de la salle et des fauteuils à celle d'un théâtre. Donc là c'est vraiment très clair en fait sous la plume de Zola. Donc voilà, il y a cette dimension théâtrale qui nous amène ensuite à la manière dont les personnages sont traités. Les personnages sont traités de manière assez stéréotypée et assez caricaturale. Je trouve notamment les personnages féminins. Par exemple, il y a le personnage de Valérie Vabre qui est un personnage, le stéréotype de ce qu'on pouvait considérer comme ce que ça pouvait être une femme. Alors je prends le mot avec des pincettes, mais une femme qualifiée d'hystérique à l'époque. Donc une femme nerveuse qui fait sans cesse des malaises ou quoi que ce soit, qui ne semble pas épanouie dans sa vie de couple. Enfin, il y a tout un discours assez affreux en fait autour de ce personnage de Valérie Vabre, mais du coup un personnage qui est quand même assez dans une image stéréotypée qu'on pouvait avoir de la femme à l'époque. Il y a le personnage de Marie Pichon qui, elle, au contraire, est un personnage, une jeune fille complètement ignorante, et son ignorance est exhibée en fait aux yeux du lecteur. Et en fait, dans un sens, ces personnages sont stéréotypés, sont caricaturaux, mais en fait, ils s'incluent dans une réflexion qu'avait Zola à l'époque sur l'éducation des jeunes femmes, qui était une question qui s'est pas mal posée à la fin du 19e siècle, lorsqu'on a commencé à ouvrir les lycées par exemple aux femmes, comme ils étaient ouverts aux garçons. Et donc on a une critique à travers des personnages féminins qui représentent des types d'éducation différents. Voilà, donc après c'est aussi à avoir, voilà, il faut aussi avoir un regard distant là-dessus parce qu'on est quand même sur des personnages qui sont des personnages stéréotypés, mais qui sont des personnages divertissants. Les personnages masculins sont tout autant stéréotypés que les personnages féminins, attention, il n'y a pas de... il n'y a pas de déséquilibre entre le traitement des personnages féminins ou masculins, pas du tout. Les personnages masculins sont tout aussi stéréotypés. Après, moi, du coup, la question de l'éducation des jeunes femmes et ce qu'en disait Zola m'intéressait plus que les personnages masculins dans le roman qui sont traités avec leurs propres défauts, leurs propres vices. Et voilà. Donc tout ça, ça nous amène en fait à un troisième aspect, qui est l'aspect pour le coup de la cruauté et du dégoût qui se dégage en fait de ce regard critique que nous impose Zola sur cette classe bourgeoise. Parce que le roman donne à voir des caricatures, mais plus que des caricatures, en fait, au bout d'un moment, ces personnages, ça devient comme des sortes de marionnettes, des fantoches de bourgeois complètement désincarnés, en fait. Et ce sont eux qui sont figés. Tout à l'heure, je vous parlais justement du fait que dans l'immeuble, quand on lit, on a l'impression vraiment d'être mobile et de bouger en fait de pièce et d'appartement en appartement. Mais par contre, les bourgeois, eux, sont extrêmement figés dans leurs appartements et dans leurs enveloppes corporelles, ou même dans la manière dont ils sont habillés, ou même dans ce qu'ils mangent, parce que tout ça est décrit évidemment.
Et il y a une citation que j'avais relevée lors de ma lecture qui est assez intéressante, donc je vais vous la lire. Donc une citation qui pour le coup est un petit peu plus loin dans le roman. Donc on a plusieurs hommes, ici ce sont majoritairement des hommes, plusieurs hommes qui sont dans diverses intrigues du roman, qui marchent dans un escalier. Ce fut au milieu de ce silence, le dos rond, qu'ils montèrent l'escalier à la file, mettant le long des étages mornes le bruit interminable de leurs pas. En tête, Duveyrier, qui tâchait de comprendre, levait les pieds dans un mouvement mécanique de somnambule. Et la bougie, qu'il tenait d'une main tremblante, déroulait sur le mur l'étrange montée des 4 ombres, pareille à une procession de pantins cassés. Bon, alors voilà, là, clairement, il y a tout ce que je vous ai dit avant. Il y a le mouvement mécanique de somnambule, il y a les ombres, pareil, il y a une procession de pantins cassés, donc là il y a vraiment cette comparaison, pareil, il y a une procession de pantins cassés, l'idée des marionnettes, des pantins cassés. Oui, il y a vraiment cette idée qu'en fait ce sont des bourgeois qui sont détraqués en fait. Ouais, ce sont des bourgeois qui sont détraqués, qui n'ont plus aucun repère, qui sont engoncés dans une morale qui n'en est pas une. Enfin voilà, donc je trouve que cet extrait qui pour le coup est un extrait qui un peu plus de la moitié du livre est assez parlant sur la manière dont Zola finalement traite ses personnages. Voilà, et comme j'ai bientôt plus de batterie, et ben je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et moi je vais essayer de réfléchir à la réponse à ma question sur qu'est-ce que parler d'un livre. Voilà, j'espère que j'ai pas trop mal parlé de Pot-Bouille de Zola, que je vous ai pas donné d'éléments à la fois trop précis ou trop imprécis. Mais je vous encourage tout à fait à le lire. C'est très intéressant, c'est drôle et c'est cruel. Et je vous souhaite de faire de très bonnes lectures.